L'histoire s'intitule « La boule rouge ». George Dundas, debout au cœur de la cité, méditait. Autour de lui, les hommes d'affaires l'enveloppaient dans un flot continu. Mais George ne leur prêtait aucune attention. Il avait à réfléchir. Sa situation avait changé. Il avait eu ce que l'on s'accorde à appeler des mots avec son puissant oncle Ephraim Leadbetter, de la maison Leadbetter & Gilling. Pour être précis, les mots avaient presque tous été prononcés par M. Leadbetter. Ils avaient coulé de ses lèvres, torrentueux et imprégnés de vertueuse indignation. M. Leadbetter, aimant se répéter, il ne s'en était pas privé. La cause était simple. Elle regardait la perversité, la folie coupable d'un jeune homme, ayant sa situation à assurer et qui prenait, sans prévenir personne, un jour de congé, en pleine semaine. Quand M. Leadbetter eut dit ce qu'il pensait de ce procédé, il s'était arrêté pour reprendre haleine, puis avait demandé la raison de son attitude à son neveu. George avait désiré un jour de vacances, tout simplement, et il l'avoua. M. Leadbetter avait voulu savoir ce qu'était, à ses yeux, le samedi après-midi et le dimanche, sans parler des fêtes de Pentecôte que l'on venait de passer et des jours fériés à venir. George se moquait pas mal de ses congés sur commande. Il avait voulu une journée, pendant laquelle il pourrait trouver un petit coin où ne serait pas déjà réunie la moitié de Londres. M. Leadbetter déclara avoir fait de son mieux pour le fils de sa pauvre sœur décédée. Personne n'oserait dire qu'il ne lui avait pas donné sa chance. Mais cela n'avait servi à rien. C'était visible. À l'avenir, George pourrait donc ajouter au samedi et au dimanche 5 autres jours pour en faire à sa tête. « La roue de la fortune s'est arrêtée pour toi, mon garçon, » dit M. Leadbetter dans un dernier élan poétique, « et tu n'as pas su la saisir. » Tel n'était pas l'avis de George qui voulut discuter. M. Leadbetter abandonna les tournures fleuries pour un langage plus direct et jeta son neveu à la porte. Son oncle changerait-il d'avis? Nourrissait-il une secrète affection pour lui ou seulement un froid mépris? Il fut tiré de sa méditation par une voix fraîche qui l'interpellait. « Allô ?» Une longue voiture de sport rouge vif s'était arrêtée. Au volant se trouvait la ravissante Mary Montrésor, une jeune fille bien connue de la haute société. Les journaux illustrés reproduisaient au moins une fois par semaine son portrait. Elle adressa à George un sourire dévastateur. « Je n'ai encore jamais vu un homme qui ressemblait à une île, » dit-elle. « Voulez-vous monter ?» « J'en serais ravi, » répondit George, sans hésiter, en s'installant à côté d'elle. Ils avancèrent lentement, la circulation leur interdisant toute autre allure. « J'en ai assez de la cité, » dit Mary Montrésor. « Je suis venu pour voir à quoi cela ressemblait. Je retourne à Londres. » George ne se crut pas autorisé à corriger ses erreurs géographiques et déclara l'idée excellente. Il progressait par bonds successifs, Mary Montrésor mettant à profit toutes les occasions d'écraser l'accélérateur. « On ne peut mourir qu'une fois, » se répéta George, mais il jugea prudent de se taire. Ce fut la jeune fille qui reprit la conversation en prenant un virage sur l'aile à Hyde Park Corner. « Que diriez-vous de l'idée de m'épouser » demanda-t-elle d'un ton léger. Il étouffa une légère exclamation qui aurait pu être provoquée par l'arrivée brutale d'un énorme autobus et la perspective d'une collision imminente. « J'en serais enchanté, » répondit-il, cependant avec beaucoup d'aisance. « Bon, peut-être le ferons-nous un jour ou l'autre. » En passant devant la station de métro de Hyde Park Corner, George eut un coup d'œil pour les dernières nouvelles affichées. Situation politique aggravée, un colonel au banc des accusés, une jeune mondaine épouse un duc, le duc d'Edgehill et Miss Montrésor. « Qu'avez-vous à voir avec le duc d'Edgehill » demanda le jeune homme. « Bingo et moi, nous sommes fiancés. »« Mais alors, ce que vous venez de dire... » »« Oh, ça, à vrai dire, je ne sais pas encore qui j'épouserai. »« Alors pourquoi vous êtes fiancés ?»« Pour voir si je le pouvais. Tout le monde semblait considérer cela comme extrêmement difficile. Cela a été simple comme bonjour. »« Pas de veine, ce pauvre Bingo, » dit George, en cachant son embarras sous une apparente désinvolture. « Mais pas du tout, cela lui fera beaucoup de bien, si toutefois il est susceptible d'être amélioré, ce dont je doute. Dites-moi, il y a des courses à Ascot aujourd'hui. Je pensais que votre présence était indispensable là-bas. » Mary Montrésor soupira. « J'avais besoin d'un jour de congé, » dit-elle plaintive. « Comme moi, » s'écria George ravi. « Et comme résultat, mon oncle m'a flanqué à la porte et voué à la misère. Dans ce cas, nous nous marions, » décida Mary. « Mais 20 000 livres de revenus pourront peut-être servir. »
Et cela ajouterait certainement au confort d'une maison. Puisque nous parlons de maison, si nous allions chercher celle de nos rêves à la campagne. C'était un plan simple et charmant, et ils le mirent aussitôt à exécution. Mary appuya sur l'accélérateur, et ils ne tardèrent pas à quitter la ville. Une demi-heure plus tard, la jeune fille poussa une exclamation et étendit la main dans un grand geste. Devant eux, nichée au pied d'une colline, se dressait une charmante villa, comme on en voit rarement. Mary freina devant une barrière blanche. « Laissons la voiture et allons voir. C'est notre maison. »« C'est tout à fait mon avis, » reconnut George, « mais elle semble habitée. » Mary balaya l'objection d'un geste de la main. Plus on s'en approchait, et plus la villa révélait son charme. « Nous allons regarder par les fenêtres, » dit Mary. George hésita. « Mais les gens qui l'occupent, ils ne m'intéressent pas. C'est notre maison. Les autres y vivent par accident. D'ailleurs, il fait beau et ils doivent être sortis. Et si l'on nous surprend, je dirais que je croyais me trouver chez Madame Pardenstenger, et j'offrirai mes excuses. » Oui, c'est acceptable. Ils commencèrent leur tournée d'inspection. La maison semblait délicieusement meublée. Ils avaient atteint la fenêtre du bureau lorsqu'un pas fit craquer le gravier, derrière eux. Ils se retournèrent pour faire face à un maître d'hôtel solennel. « Oh !» fit Mary. Puis elle lui adressa son sourire le plus enchanteur. « Madame Pardenstenger est-elle là? Je regardais si je la voyais dans le bureau. »« Oui, Madame Pardenstenger est là, » répondit le maître d'hôtel. « Par ici, s'il vous plaît. » Ils firent la seule chose à faire et le suivirent. George songeait aux caprices du hasard. Choisir un nom aussi étrange et tomber sur quelqu'un qui le portait. « Laissez-moi faire, » murmura la jeune fille. George s'inclina avec empressement. La situation était de celle qui requérait la finesse féminine. On les introduisit dans un salon. À peine le maître d'hôtel s'était-il éloigné que la porte s'ouvrait de nouveau, livrant passage à une grosse dame aux cheveux décolorés. Mary Montrésor fit un pas vers elle, puis s'arrêta dans un mouvement de surprise bien joué. « Mais, » s'écria-t-elle, « ce n'est pas Amy. Quelle chose extraordinaire !»« Oui, plutôt, » dit une voix rauque. Un homme venait d'entrer derrière Madame Pardenstenger. Il était énorme, avait une tête de bulldog et une expression sinistre. Jamais George n'avait vu brute plus désagréable. L'homme ferma la porte et s'y adossa. « Plutôt extraordinaire, répéta-t-il, d'un ton railleur. Mais on a compris votre petit jeu. Haut les mains. » Il brandit soudain un énorme revolver. « J'ai dit haut les mains. Fouille-les, Bella. » Bella, alias Madame Pardenstenger, s'assura que ni Mary ni George ne dissimulaient d'armes sur eux. « Vous croyez bien malin de venir comme ça et de jouer les innocents. Mais vous avez fait une erreur, et de taille. Je ne sais pas si vos amis et relations vous verront jamais. »« Hein? Qu'est-ce que c'est ?» George avait fait un léger mouvement. « Pas de blague, j'aurais vite fait de te descendre. »« Soyez prudent, George, » balbutia Mary. « Je le serai, assura le jeune homme. Ne craignez rien. Et maintenant, marche. Ouvre la porte, Bella. Les mains en l'air, vous deux. La dame d'abord. Comme ça. À toi maintenant. Je vous suis. Traversez le couloir, montez. » Ils obéirent. Que pouvaient-ils faire d'autre? Mary gravit l'escalier, les mains en l'air. George suivit, la brute derrière son dos, revolver au poing. La jeune fille atteignit le palier. À ce moment précis, George rua. L'homme touché en pleine poitrine fut projeté au bas de l'escalier. La seconde d'après, George l'avait rejoint et lui avait posé un genou sur la poitrine. Il ramassa le revolver tombé sur le tapis. Bella poussa un cri de terreur et s'enfuit. Mary, pâle comme un linge, redescendit en courant. « George, vous ne l'avez pas tué ?» L'homme gisait complètement immobile. George l'examina. « Je ne crois pas, dit-il d'un ton de regret. Mais je l'ai étendu pour le compte. »« Dieu soit loué. Joli travail, n'est-ce pas? Les mules ont du bon parfois. »« Qu'y a-t-il » Mary lui avait saisi le bras. « Partons, supplia-t-elle. Partons. »« Je voudrais quelque chose pour attacher ce type, » dit le jeune homme, sans se laisser distraire. « Vous ne pourriez pas trouver un bout de corde quelque part? »« Non, venez, je vous en prie. J'ai tellement peur. »« Inutile de vous effrayer, je suis là. »« George, mon chéri, je vous en supplie. Allons-nous-en. Je ne voudrais pas être mêlé à un scandale. » La façon exquise dont elle avait dit « je vous en supplie » eut raison de la résolution du jeune homme. Il la laissa l'entraîner hors de la maison, et ils coururent à travers le jardin jusqu'à la voiture.
Prenez le volant, dit Mary d'une voix faible. Je ne pourrai pas conduire. George obéit. Mais j'aurai le fin mot de cette histoire, dit-il. Dieu sait quelle canaillerie ce type avait dans l'idée. Je n'y mêlerai pas la police puisque cela vous déplaît, mais je mènerai ma propre enquête. Oh non, George, je ne veux pas. Il nous arrive une aventure ahurissante, comme celle-ci, et vous voudriez que j'abandonne? Jamais de la vie. Je ne vous aurais jamais cru aussi sanguinaire, dit Mary, la voix mouillée de larmes. Je ne le suis nullement. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Cette basse brute et son énorme revolver. Au fait, pourquoi la balle n'est-elle pas partie quand j'ai donné le coup de pied? Il arrêta la voiture et sortit l'arme de sa poche. Il l'examina et poussa une exclamation de surprise. Ça alors, je veux bien être pendu. Il n'est même pas chargé. Si j'avais su. Il s'interrompit, perdu dans ses pensées. Mary, tout cela est bien étrange, dit-il enfin. Oui, je le sais, c'est pourquoi je vous prie de ne plus vous en occuper. Jamais. Mary poussa un soupir à fendre l'âme. Je vois, dit-elle, qu'il me faut tout vous dire. Le pire est que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont vous allez réagir. Et expliquez-vous, je ne comprends pas. Voyez-vous, j'ai toujours pensé que les filles devaient s'arranger pour savoir à quoi s'en tenir au sujet des hommes qu'elles rencontrent. Ah, le plus important pour une jeune fille est de savoir comment un homme agirait en cas d'urgence. Aurait-il de la présence d'esprit, du courage, le sens de la décision? C'est une chose qu'il est bien difficile de savoir, avant qu'il ne soit trop tard. L'occasion ne peut se présenter qu'après des années de mariage. Tout ce que l'on sait d'un homme, c'est qu'il est bon danseur et se sent capable de conquérir de hautes luttes, un taxi un soir d'orage. Deux talents bien inutiles. Oui, bref, on voudrait se savoir aux côtés d'un homme vrai. Les grands espaces où les hommes sont vraiment des hommes. C'est exactement cela. Malheureusement, nous manquons de grands espaces en Angleterre. Il faut donc créer artificiellement la situation. Vous voulez dire? Oui, cette maison est en fait la mienne. Et ce n'est pas le hasard qui nous y a menés. Et cet homme que vous avez failli tuer, eh bien, c'est Rube Wallace, l'acteur. Il joue d'habitude les champions de boxe à l'écran. Je l'ai engagé. Bella est sa femme. C'est pour cela que j'ai eu tellement peur que vous l'ayez mortellement atteint. Le revolver n'était pas chargé naturellement. Il fait partie des accessoires du studio. Oh, George, vous m'en voulez beaucoup? Suis-je la première personne avec laquelle vous procédez à cette expérience? Oh non, vous êtes laissez-moi réfléchir, le 9e et demi. Je ne comprends pas. Quelle était cette moitié? Bingo, dit simplement Mary. Et aucun d'eux n'a pensé à ruer? Non. Certains ont voulu bluffer, d'autres ont capitulé sans délai. Mais tous se sont laissés emmener en haut, ligotés et bâillonnés. Naturellement, je suis parvenu à me dégager de mes liens, comme dans les livres. J'ai à chaque fois libéré mon compagnon, et quand nous nous sommes échappés, la maison était vide. Et personne n'a pensé au coup de pied de la mule, ou à quelque autre expédient? Non. Dans ce cas, dit George avec bienveillance, je vous pardonne. Merci, George. À présent, il ne nous reste plus qu'une question à régler. Où allons-nous? À Lambeth Palace ou à Dr. Commons? J'avoue que je ne sais trop. De quoi parlez-vous donc? La licence. Une licence spéciale. Cela me paraît tout indiqué. Vous me semblez être un peu trop porté à changer d'avis, à vous fiancer pour demander aussitôt à un tiers de vous épouser. Mais je ne vous ai pas demandé de m'épouser. Ah, pardon. À Hyde Park Corner, l'endroit, je l'avoue, m'a paru assez mal choisi. Mais enfin, chacun a ses petites manies. Jamais de la vie. Je vous ai demandé, en manière de plaisanterie, s'il vous plairait de m'épouser. Je ne parlais pas sérieusement. N'importe quel avocat vous dira le contraire, sans hésitation. Il y a eu proposition nette de mariage. D'ailleurs, vous brûlez d'envie d'être ma femme, vous le savez. Moi? Après 9 échecs et demi, c'est évident. Songez au délicieux sentiment de sécurité que vous éprouverez à partager la vie d'un homme résolu, capable de vous tirer de n'importe quelle situation dangereuse. L'argument portait, et Mary fléchissait, c'était visible. Elle se reprit immédiatement pour dire d'une voix ferme. Je n'épouserai un homme que s'il s'est agenouillé devant moi. George la regarda. Elle était adorable, mais il était aussi têtu qu'une mule. Il est dégradant de se traîner aux genoux d'une femme. Je ne le ferai jamais. Quel dommage, murmura Mary pensive. Ils regagnèrent Londres. George gardait le silence.
Mary dissimulait son visage sous le bord de son chapeau. Comme il passait à Hyde Park Corner, elle dit doucement « Vous ne pourriez pas vous mettre à genoux ?» Non. Il dominait la situation, il le sentait. Et tout au fond de son cœur, elle l'admirait. Puis il la soupçonna d'être elle aussi, têtue comme une mule. Il arrêta brusquement la voiture. Un instant. Il sauta sur le trottoir, courut à la devanture d'un fruitier qu'il venait de dépasser, et revint si vite que l'agent de service alerté n'eut pas le temps de venir leur chercher Noise. Il démarra et lança une pomme sur les genoux de Mary. « Mangez des fruits, dit-il, c'est excellent pour la santé, et c'est symbolique aussi. » Symbolique? Oui, à l'origine des temps. C'est Ève qui présenta la pomme à Adam. De nos jours, c'est Adam qui prend l'initiative, vous comprenez? Oui, peut-être, dit-elle. Où dois-je vous conduire? À la maison, s'il vous plaît. Il s'arrêta à Grosvenor Square. Son visage était impassible. Il sauta à terre, fit le tour de la voiture et ouvrit la portière. Elle tenta une dernière prière. « George, mon cher George, ne pourriez-vous pas, rien que pour me faire plaisir ?» Jamais. Et l'événement survint, imprévisible. Il glissa, voulut reprendre l'équilibre en vain. Il avait mis genoux en terre, dans la boue. Mary poussa un cri de joie et battit des mains. « George, mon chéri, c'est entendu, je vous épouse. Vous pouvez aller à Lambeth Palace et prévenir l'archevêque de Canterbury. » Mais je ne voulais pas, c'est cette sale... cette peau de banane. Il tenait entre les doigts le corps du délit. « Peu importe, dit Mary, le fait demeure. Quand nous nous querellerons, quand vous me jetterez au visage que c'est moi qui vous ai proposé le mariage, je pourrai vous répliquer que vous m'avez imploré à genoux, et cela à cause de cette banane salvatrice. C'est bien ainsi que vous l'avez appelée, n'est-ce pas? Quelque chose de genre. À 5h30, M. Leadbeater apprit que son neveu manifestait l'intention de le voir. Il est venu s'excuser. J'avoue l'avoir traité un peu durement ce matin. Il donna l'ordre de faire entrer George. Celui-ci se montra très désinvolte. « J'ai quelques mots à vous dire, mon oncle. Vous vous êtes montré ce matin très injuste à mon égard et je désirais savoir si, à mon âge, dans ma situation, littéralement jeté à la rue, banni de sa famille, vous seriez parvenu à vous assurer, entre 11h15 du matin et 5h30 du soir, un revenu de 20 000 livres par an. Ce que je viens de faire, mon oncle. Tu es fou, mon garçon. Je suis un débrouillard, tout simplement. J'épouse une jeune fille de la société, riche et belle. Elle vient de renoncer à une couronne de duchesse pour moi. Tu épouses une fille pour de l'argent, toi? Je t'en aurais pas cru capable. Vous ne vous trompez pas, mon oncle. Je n'aurais jamais osé lui demander sa main, si, fort heureusement, elle n'avait pas pris le devant. Par la suite, elle a voulu se rétracter, mais j'ai su la convaincre. Et savez-vous, mon oncle, comment j'ai procédé? Cela m'a coûté que 2 pinces, et j'ai saisi la balle au bond. Quoi? 2 pinces? Demanda M. Leadbeater. Une banane chez un fruitier. Ah, j'avoue que tout le monde n'y aurait pas pensé. Où se procure-t-on une licence de mariage, mon oncle? À Lambeth Palace ou à Dr. Commons? Fin.